La plupart des gens pensent que pour atteindre de grands objectifs, il faut de grands efforts. Ils s'imaginent qu'il faut une motivation exceptionnelle, des talents hors du commun ou des sacrifices énormes. Mais dans Petites habitudes grandes réussites, le livre que nous allons voir et découvrir aujourd'hui, Omur Karabinar nous propose une autre vision. Et si le secret du succès durable, qu'il soit personnel, professionnel ou même financier, ne résidait pas dans des actions spectaculaires, mais dans de petits gestes répétés chaque jour. L'auteur nous montre que ce sont les micro-actions, ces habitudes anodines que nous sous-estimons, qui construisent les plus grandes réussites. Car au final, ce n'est pas ce que tu fais de ton temps, de temps en temps, qui change ta vie. C'est ce que tu fais chaque jour, même quand personne ne te regarde. Tu veux devenir discipliné ? Tu veux créer un projet, une entreprise, une vie sur mesure ? Alors écoute bien, ce que tu fais aujourd'hui prépare les résultats de demain. Et tout ça, on va le voir aujourd'hui dans Petites habitudes et grandes réussites d'Omur Karabinar, dans les résumés du succès. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans les résumés du succès. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui m'a fait changer la manière dont je vois mes journées et mes habitudes aujourd'hui. Alors, je l'ai lu et relu, comme tous les livres que nous avons vus ici. Mais celui-là, vraiment, je vais le diviser en plusieurs parties car il est vraiment très puissant. Toutes les parties sont destinées à vous faire prendre conscience que la vie doit changer, qu'il y a quelque chose en nous qui nous bloque et qu'on doit le débloquer. Si on veut réussir dans la vie, on ne peut pas rester planté sur nos habitudes, sur nos mauvaises habitudes. On doit prendre de nouvelles habitudes qui nous permettent de changer notre vie. On attaque de suite avec le premier pilier de ce livre, presque invisible mais ultra puissant. C'est le conditionnement classique qu'il appelle Omur Karabinar le conditionnement classique. Alors le conditionnement classique, c'est le mécanisme par lequel ton cerveau associe un stimulus à une réponse automatique. Souvent sans que tu t'en rendes compte. Et ça peut jouer contre toi ou pour toi. Tu te demandes pourquoi tu procrastines. Pourquoi tu manges mal quand tu es stressé. Ou pourquoi tu n'arrives pas à ancrer une bonne habitude en toi. Même si tu sais qu'elle est bénéfique. Eh bien, la réponse se trouve là. Dans le conditionnement invisible. Conditionnement classique. Que tu as accumulé au fil des années. Dans les années 1890, le physiologiste russe Ivan Pavlov, né en 1849 et décédé en 1936, ce physiologiste, il étudiait la salivation des chiens après les avoir nourris. Alors qu'il étudiait ces chiens, il se passa quelque chose d'étrange. Ces derniers commençaient à saliver au son des pas de l'assistant de Pavlov, qui leur apportait à manger. Que s'est-il passé pour obtenir cette réaction de salivage ? Pour le savoir, Pavlov a décidé d'associer la présence de nourriture qui fait saliver les chiens à de nombreux stimuli neutres, comme le son d'un métronome ou la lumière d'une lampe. Un stimulus est ce qui stimule vos sens et déclenche un réflexe dans votre organisme. C'est tout ce que vous pouvez entendre, voir, sentir, goûter ou toucher. Les stimuli peuvent produire une réponse nerveuse, musculaire ou endocrinienne. Donc dans des conditions normales, un chien salive quand il voit ou à l'odeur de la nourriture. Et donc c'est naturel. La nourriture est appelée stimulus inconditionnel et la salivation réponse inconditionnelle. Donc après un certain temps de conditionnement, les chiens associèrent le son d'un métronome à la nourriture. Ils ont appris que lorsqu'ils entendaient le métronome, ils allaient être nourris. Et donc par la suite, le son du métronome suffisait à faire saliver les chiens, même sans nourriture. Ils s'attendaient à être nourris au son du métronome. Alors pourquoi notre cerveau développe des habitudes ? En fait, dans la journée, nous n'avons ni le temps ni l'énergie nécessaire pour réfléchir à chacune des petites actions que nous menons chaque jour. C'est pourquoi nos cerveaux sont toujours à la recherche de solutions pour économiser notre énergie. Une façon de le faire est de transformer nos actions répétitives en habitudes. Imaginez-vous que vous jouez à un nouveau jeu vidéo.
Au début, vous ferez beaucoup d'erreurs, vous perdrez plusieurs fois, mais ces erreurs vous donnent une chance de réessayer. Vous élaborez automatiquement un plan pour surmonter l'obstacle où vous avez échoué. Vous avez compris l'erreur et passez au niveau suivant. Progressivement, vous comprenez les règles du jeu, vous jouez avec votre propre style de jeu et passez les niveaux avec aisance et facilité. Et avec le temps et des petites habitudes mises en place, la difficulté augmente. Et le même cycle d'essais et d'erreurs se répète jusqu'à ce que vous connaissiez tous les niveaux pour affronter le boss final et terminer le jeu. En fait, c'est un peu comme dans l'entrepreneuriat. Au début, vous entrez dans un univers inconnu, vous lancez votre projet, vous testez une nouvelle idée, vous tâtonnez et forcément, vous faites des erreurs. Vous perdez du temps, de l'argent, peut-être même un peu de confiance. Mais comme dans un jeu, chaque erreur est une opportunité de réessayer. Vous tirez des leçons, vous ajustez votre stratégie, vous découvrez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et donc, petit à petit, vous comprenez les règles du jeu entrepreneurial. Comment parler à vos clients, comment vendre, comment structurer vos journées, comment déléguer. Vous commencez à jouer avec votre propre style, votre propre vision, et vous progressez. Et bien sûr, la difficulté augmente, la concurrence, la charge mentale, la pression financière. Mais là encore, vous retombez sur ce même cycle d'essais, d'erreurs et d'adaptation. Jusqu'au jour où vous êtes prêt à affronter votre boss final, cette étape décisive qui vous propulse à un autre niveau. Lever des fonds, scaler, pivoter, changer de cap ou même vendre votre entreprise. Et tout ça, vous ne l'avez pas fait d'un seul coup. Comment vous l'avez fait? Comment vous êtes arrivé jusque-là? Eh bien, c'est grâce à vos habitudes. Répétez chaque jour. Apprendre, tester, échouer, recommencer. Exactement comme dans un jeu. Mais cette fois, c'est le jeu du succès entrepreneurial. Donc ici, on a vu que le cerveau a besoin de se rassurer, d'être en zone de confort. Le cerveau est feignant et n'aime pas prendre des décisions en longueur de journée. Et maintenant, on va changer les règles du jeu. On va voir comment créer des habitudes et pour ce faire, il ne faut pas compter que sur sa motivation. La motivation fait référence aux émotions humaines qui incitent à vouloir qu'un comportement se produise et à prendre des décisions en ce sens. Atteindre un objectif intéressant ou désirable comme de petits objectifs quotidiens. Garder les dents propres, rester hydraté, perdre du poids, gagner de l'argent. D'après le livre d'Omur Karabinar, il y a 3 types de motivateurs pour qualifier la motivation. Le motivateur numéro 1, c'est le plaisir ou la douleur. Cette motivation est immédiate, il n'y a ni réflexion ni anticipation. Les gens réagissent à ce qui se passe dans le moment présent. Le motivateur numéro 2, c'est l'espoir ou la peur. Cette motivation se caractérise par l'anticipation d'un résultat. L'espoir, c'est anticiper quelque chose de bien, tandis que la peur, c'est anticiper quelque chose de mal, généralement une douleur ou une perte. Et le troisième motivateur, c'est l'acceptation ou le rejet social. Donc cette dimension, en fait, elle contrôle une grande partie de notre comportement social. Le pouvoir de la motivation sociale est ancré en nous depuis que nos ancêtres dépendaient de la vie en groupe pour survivre. Donc le motivateur numéro 1, c'est le plaisir ou la douleur. Le deuxième, c'est l'espoir ou la peur. Et le troisième, c'est l'acceptation ou le rejet social. Ensuite, on va voir qu'on a une capacité. Alors la capacité, ça fait référence à l'aptitude de la personne à avoir ce comportement. De ce fait, certains comportements varient selon le temps. Soit un comportement court ou long, l'argent gratuit ou payant, l'effort physique requis fatigant ou pas, les cycles du cerveau, donc de la capacité de réfléchir longtemps ou non, la déviance sociale, la capacité de valider ou non par notre société. Mais en règle générale, notre comportement sera facile à adopter si celui est simple, court, peu coûteux, fatigant, demandant peu de réflexion, peu fatigant, demandant peu de réflexion, sans déviance et ne modifiant pas soudainement notre routine. Et en fait, les habitudes, c'est tout ça. C'est facile, c'est simple, c'est court, c'est peu coûteux, c'est peu fatigant et ça demande peu de réflexion. La capacité est donc le principal motif justifiant de prendre de petites habitudes, pas la motivation.
Maintenant, on va voir ici comment se structurent les habitudes. Ici au mur, lui, il nous propose une boucle des habitudes en 4 étapes. La première étape, c'est le déclencheur. C'est le signal de départ. Quelque chose dans ton environnement, ton humeur ou ta routine, envoie un message à ton cerveau. Par exemple, il est temps de faire cette action. Par exemple, si tu reçois une notification sur ton téléphone, eh bien, la notification, c'est ton déclencheur. Ton cerveau se met en alerte, tu veux savoir ce que c'est. La deuxième étape, c'est l'envie. Le déclencheur crée une tension intérieure, un désir, une curiosité, une envie de satisfaction. Ce n'est pas l'action que tu veux, mais c'est la sensation que cette action va te donner. Par exemple, ce n'est pas juste la notification que tu veux. Ce que tu veux, c'est satisfaire ta curiosité ou ne pas manquer une information importante. La troisième étape, c'est la réponse. La réponse, c'est l'action que tu fais pour satisfaire l'envie. Ça peut être physique, comme ouvrir une application, ou mental, comme réfléchir, décider ou planifier. Par exemple, tu déverrouilles ton téléphone, tu ouvres Instagram, et hop, tu es en train de scroller. Tu as répondu à l'envie. La quatrième étape, c'est la récompense. Et donc, c'est le résultat immédiat que ton cerveau obtient. Un petit shoot de dopamine, une sensation agréable, ou même simplement la fin de l'inconfort. Par exemple, tu as vu une story ou tu as eu un like. Tu t'es distrait 2 minutes et ton cerveau est content. Il enregistre que cette séquence, ça te rapporte du plaisir rapide. Et c'est là que la boucle se referme. Parce que ton cerveau, il dit la prochaine fois que tu fais ce déclencheur, que ce déclencheur y revient, eh ben souviens-toi que c'est une bonne idée, que c'est une bonne habitude. Résultat, que cette habitude soit bonne ou mauvaise, si elle t'apporte du plaisir rapide, eh bien tu vas la répéter. Encore et encore, jusqu'à que cette séquence devienne automatique. Alors, combien de temps faut-il pour prendre une habitude? On a vu ici qu'une habitude se divisait en 4 étapes. D'abord le déclencheur, la notification. Ensuite la réponse pour satisfaire l'envie qu'on a vu, comme réfléchir, décider, planifier. Que ce soit physique, une application ou mentale. On a vu aussi qu'il y avait un résultat immédiat, la fin de l'inconfort par exemple. Donc maintenant, on va voir combien de temps ça prend pour qu'une nouvelle habitude s'imprègne en nous. En ce qui concerne le temps que prend l'adoption d'une nouvelle habitude, l'estimation la plus répandue est que cela ne demande que 21 jours ou 30 jours. Malheureusement, aucun nombre de jours ne garantit l'assimilation complète d'une habitude. D'autres disent 21, d'autres disent 66. Ça dépend. Cette croyance courante des 21 jours est un neuromythe qui a été introduit dans le livre Psycho-Cybernetics, publié au cours des années 1960. Donc dans cet ouvrage, le chirurgien plasticien Maxwell Maltz a observé que ses patients mettaient au minimum 21 jours à se réadapter pour se remettre d'une opération chirurgicale difficile, comme de s'habituer à voir un nouveau visage ou de s'adapter à leur nouveau corps après la perte d'un bras ou d'une jambe. Dans une deuxième étude, ils ont voulu évaluer le temps que prend le développement d'une nouvelle habitude. Ils ont demandé à 96 personnes de faire de nouvelles routines simples, comme boire de l'eau, ou plus complexes encore, comme courir pendant 12 semaines. Résultat, il faut en moyenne 66 jours pour qu'un comportement devienne automatique. Mais cela peut varier de 18 à 254 jours selon la personne, la complexité de l'action et le contexte. L'idée principale ici que je veux que tu retiennes, c'est que la répétition compte plus que la durée. Une habitude se forme à force de répétitions régulières dans des conditions similaires. Elle peut toujours disparaître si elle n'est plus pratiquée. Alors j'ai envie de te dire ici qu'il ne faut donc pas viser un nombre de jours fixe, mais plutôt mettre en place un système fiable pour ancrer le comportement dans notre quotidien. Alors une question ici, c'est pourquoi avons-nous de mauvais comportements? À l'époque de nos ancêtres, bon, vous en souviendrez pas, on l'a appris à l'école, on vivait dans un environnement de résultats immédiats pour la survie. Si on avait faim, on chassait. S'ils étaient fatigués, ils se reposaient. Lorsqu'ils repéraient un danger, ils s'enfuyaient. Une erreur pouvait entraîner de terribles tragédies.
C'était très difficile de penser au futur, lointain, lorsqu'on ne pense qu'à la survie. C'est ce que vivent encore aujourd'hui certaines personnes pauvres et défavorisées. Elles n'ont pas le choix, elles doivent survivre. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on est passé du retour immédiat vers le retour long terme. Notre cerveau est toujours câblé pour le retour immédiat, pour la satisfaction immédiate. Et cela provoque des conflits entre nos comportements et notre environnement. Alors, prendre une mauvaise décision, c'est facile lorsqu'on a un résultat court terme. On voit rapidement que l'on est allé sur le mauvais chemin. Mais lorsqu'on fait une erreur pour un objectif à long terme, eh bien le problème, c'est qu'on s'en rend compte bien trop tard. Par exemple, si tu prends un dessert, le résultat est positif immédiat, c'est bon, c'est sucré, ça rend heureux, mais le résultat au final, défavorable, si on le répète à long terme. Prendre un dessert peut faire grossir en quelques semaines, quelques mois, et peut-être même provoquer du diabète après des années. Et pour les bonnes habitudes, c'est souvent l'inverse. Plus la conséquence est positive à long terme, plus les efforts à consentir dans le présent sont difficiles. Ce n'est qu'après des mois et des années que de résultats concrets de vos séances de musculation seront visibles, par exemple. Le résultat immédiat est défavorable. C'est difficile, pénible, et cela demande beaucoup d'efforts dans l'instant présent. Mais si l'entraînement est mauvais, et que tu fais ça pendant des années, cela peut avoir un résultat satisfaisant au début, puis provoquer des douleurs progressives à long terme. Toute la contrariété d'une bonne et d'une mauvaise habitude. Elles sont à double tranchant. Soit elles font du temps votre allié, soit elles font du temps votre ennemi. Et c'est pour cela que l'on repousse. C'est pourquoi, la plupart du temps, nous ne faisons pas ce que nous voulons faire parce que nous ne pouvons pas repousser indéfiniment la tentation de satisfaire à des besoins primaires. On passe maintenant à la fatigue décisionnelle. Imaginez que vous venez de marcher 20 km. Vos jambes tremblent, votre corps réclame du repos. C'est exactement ce qui se passe avec notre volonté. Elle s'épuise, elle se fatigue. Et comme un muscle trop sollicité, elle finit par céder. Le psychologue Roy Baumeister a démontré que chaque décision, aussi banale soit-elle, comme choisir un dentifrice ou rester poli, puise dans notre réserve de volonté. Et cette réserve, eh bien, elle n'est pas infinie, elle est limitée. C'est ce qu'il appelle au mur la fatigue décisionnelle. Plus nous décidons, moins nous décidons bien. Une de ces expériences est frappante. Dans une salle embaumée, ce psychologue, Roy Baumeister, a fait une expérience frappante. Dans une salle embaumée, par l'odeur de biscuits, certains participants ont pu en manger, d'autres n'ont eu droit qu'à des radis. Ensuite, tous ont dû résoudre des énigmes. Et résultat, ceux qui ont résisté aux biscuits ont abandonné bien plus vite. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient déjà consommé leur volonté à lutter contre la tentation. Leur énergie mentale était entamée avant même d'avoir commencé. Notre cerveau ne représente que 2% de notre poids, mais il consomme jusqu'à 25% de notre énergie. Et cette énergie est loin d'être illimitée. Quand le réservoir est vide, ce n'est plus la logique qui parle, mais l'instinct. C'est pourquoi les gens qui prennent beaucoup de décisions, dirigeants, créateurs, responsables, cherchent à automatiser le plus de choix possible. Moins ils dépensent d'énergie sur les détails, plus ils en gardent pour l'essentiel. Et donc, pour terminer, la volonté n'est pas une ressource magique. Elle se préserve, elle s'organise, elle se respecte. Allez, on en a terminé là pour la partie 1 de ce livre de Mur Karabinard, Petites habitudes, grande réussite. Et ici, je vais te résumer les points clés de cette partie. On a vu que certains comportements que nous avons appris se sont constitués dans le temps par l'association d'un stimulus conditionnel et d'un stimulus inconditionnel. On a vu que nos comportements ne relèvent pas vraiment d'un processus de décision personnelle très élaboré, mais ces comportements dépendent le plus souvent de nos interactions avec un environnement, des stimuli perçus et parfois de nos pensées. Certains comportements peuvent être ainsi prédits. On a vu aussi qu'on apprend par essai et erreur.
On a vu aussi qu'un comportement qui apporte des conséquences satisfaisantes a tendance à être répété jusqu'à devenir automatique. Parce qu'un comportement non récompensé ne donne pas envie d'être répété et ce comportement aura tendance à disparaître par manque de récompense. Selon le modèle comportemental de Fogg, qu'on a vu tout à l'heure, 3 éléments doivent se produire simultanément pour qu'un comportement se produise. Il doit y avoir de la motivation, de la capacité et un déclencheur. Parce qu'une habitude est un comportement qui a été répété tellement de fois qu'il en est devenu automatique en utilisant ce modèle comportemental. Une habitude est une solution fiable, tirée de votre expérience, pour répondre à un problème ou satisfaire une envie. Une habitude suit une boucle de 4 étapes, comme on a vu tout à l'heure, le déclencheur, l'envie, la réponse et la récompense. On a vu que pour développer une habitude, on doit se concentrer sur la répétition dans un contexte donné plutôt que de respecter un nombre de jours. On va prioriser la répétition chaque jour. Parce que la nature humaine nous prédispose au présent et au plaisir instantané, ce qui nous empêche de penser aux bienfaits du long terme. On cherche toujours la satisfaction immédiate alors qu'on devrait chercher les bienfaits à long terme. C'est là qu'on a parlé aussi que notre société a évolué. Avant, on chassait, on survivait, on vivait sur le résultat immédiat, alors que maintenant, on vise le futur, le long terme. Par exemple, ton travail que tu réalises aujourd'hui, on a vu que ton salaire, en fait, il sera dans un mois. Donc, on travaille aujourd'hui difficilement pour un résultat à long terme. On a vu aussi que la fatigue décisionnelle est le phénomène désignant la détérioration de la qualité de nos décisions après une longue période de décision. Si on répète le nombre de décisions dans notre journée, on va être fatigué. Plus on prend de décisions dans la journée, moins les suivantes seront bonnes. On a vu aussi que la fatigue, l'anxiété, le stress nous rendent vulnérables à toute tentation et nous conduisent à choisir l'option la plus évidente, la plus attractive, la plus simple et la plus satisfaisante pour soulager nos envies immédiatement. Par contre, tout ça, ça nous pousse à prendre de mauvaises décisions. Alors je te remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Ici, je t'invite à réécouter ce podcast, à noter ce que l'on s'est dit et même, je t'invite aussi à acheter ce livre qui est très impactant. On parle ici d'habitudes. On a vu qu'il y avait des bonnes habitudes et de mauvaises. On a vu aussi que comment créer des habitudes et que notre environnement impacte sur nos décisions. Je vous invite ici à revoir vos habitudes. Prenez ce schéma qu'Omur Karabinar nous montre ici, nous enseigne, et appliquez-le. Non pas pendant 21 jours, non pas pendant 66 jours, mais répétez-le au quotidien. C'est-à-dire prenez une habitude positive pour vous et répétez-la au quotidien jusqu'à ce qu'elle devienne ancrée en vous. Vous verrez des résultats positifs, je vous en assure. Allez, je te remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je t'invite à cliquer sur le bouton like et à me laisser un commentaire si tu le souhaites, si tu as des questions ou si tu veux préciser quelque chose par rapport à ce thème-là. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour la partie 2 de ce livre qui risque d'être d'autant plus intéressante. Allez, à la semaine prochaine pour la suite de ce résumé.